Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and I Bonjour want à to tous, talk about ici back Pascal then Lotaz de on Neutrality Studies. Iran because what we are J'aimerais hearing parler right d'une mise now à and I jour think it is concernant l'Iran, confirmed as of now car ce que nous that entendons en ce moment, Ayatollah et je pense Khamenei que c'est has désormais confirmé, died or was c'est killed que or l'ayatollah murdered Khamenei est in mort ou a été tué, in Iran in assassiné Tehran en in a Iran, à strike Téhéran, against lors d'une apparently frappe his apparemment dirigée residence contre in sa which résidence, also au cours de several of his laquelle family plusieurs membres members de sa were famille killed. ont également I été did tués. a J'ai fait un live direct stream plus tôt earlier aujourd'hui today avec with Michael Nicola Rossi Rossi et le and formidable Chas Freeman. the wonderful Je Chas vous Freeman. recommande vivement de le I regarder, recommend car nous watching y this very discutions de much because l'impact général que here cette we're guerre discussing aura the et de la general manière dont la background this war perception des États-Unis will va have certainement how changer, the tant view dans and la perception région qu'à of l'échelle the mondiale. United States is certainly going to change also in the region and globally. But back then, when we did this 3 hours Mais à ce ago, it moment-là, wasn't clear quand yet nous en that avons parlé il y a Mohammed 3 heures, Khamenei was il actually n'était pas killed encore by the clair que Khamenei Iranians. avait The media réellement été has tué. Mais à présent, confirmed les this. médias It's d'État an iraniens l'ont extract from confirmé. Press TV. Voici un extrait de Press If TV. you try to access Si vous essayez Press TV d'accéder à right Press now TV en ce on moment the sur internet, you Internet, only get vous ne recevez error que des messages. messages d'erreur. The Iranian L'Internet iranien Iranian est internet encore is largement still coupé. very Mais much sur down, Twitter, but il on diffuse Twitter quelques bribes they are d'informations putting out jusqu'à ce que les Iraniens pieces of confirment eux-mêmes disinformation, les faits. until the Je Iranians actually recommanderais confirm de ne something pas croire les some nouvelles things dès qu'elles themselves. sortent. I would Mais recommend you puisque also nous avons maintenant believe une confirmation, news il est as clair qu'il est they come parti. out, but since we C'est now bien have sûr très the significatif. confirmation, it is D'un clear côté, that c'est he ce que is beaucoup de gens slain. prévoyaient, la Now, manière dont les it's États-Unis of course mèneraient very cette frappe significant. On the ou one cette hand, it's guerre. what a lot of people expected. How Ils the United chercheraient à States would effectuer une frappe de conduct this décapitation. strike or this war. They would try to go for a decapitation strike, and Donald Trump is already on record as having said Et that Donald Trump a diplomacy déjà would be déclaré much easier now publiquement that Khamenei que la is gone. diplomatie serait bien plus facile maintenant que We'll Khamenei n'est discuss plus this là. in a moment a bit J'en more, parlerai but un peu just for plus dans now, un the instant. important thing here Mais is pour that, of l'instant, course, he was l'important the est qu'il man était who l'homme qui had détenait le the plus de most pouvoir au sein de power in the l'État Iranian iranien, state, although, of course, bien it was que the ce ne only fut pas le power. seul It is, pouvoir. Iran is, of L'Iran course, est une a complex entité politique political entity complexe, with a complex dotée d'une structure structure with compliquée et de différents centres de different power pouvoir, centers, which includes notamment les gardiens de la guards, it Révolution, includes l'armée régulière et les the divers military, which ministères. includes the different Le ministries. pouvoir It réside is également law chez les enforcement dirigeants bodies, élus. elected Il y a un leaders. That is, of parlement, course, a un parliament. There gouvernement, is un a premier government, ministre et un président. Et les prime différentes minister parties and du the cabinet sont president. encore bien en So place. the different parts of the cabinet are still very much intact. So for now, what we see is that Mr. Saeed Abbas Pour Araghchi l'instant, ce que nous apparently voyons, c'est que M. Sayed Abbas Araghchi est apparemment toujours en vie. En tant que ministre des Affaires étrangères, il semble que les États-Unis aient pris pour cible les branches militaires et religieuses du gouvernement. L'ayatollah Khamenei est bien sûr le guide religieux sous lequel la majeure partie du pouvoir d'État s'est concentrée et qui avait l'autorité de nommer de nombreuses personnes dirigeant des secteurs importants de l'État et de l'armée. Mais encore une fois, il n'était pas la seule figure. Les États-Unis semblent parier sur l'effondrement du gouvernement iranien et sur la désintégration de la structure de l'Iran en tant qu'entité politique, une fois qu'il ne sera plus là. Mais je suis assez certain qu'ils apprendront à leurs dépens que ce ne sera pas le cas. Ainsi, tout comme ils le pensaient, tout comme les États-Unis semblent croire que si l'on élimine Nicolás Maduro, on va changer l'ensemble du gouvernement vénézuélien. Si l'on tue le dirigeant de l'Iran, on changerait par là même tout le fonctionnement de l'État. C'est très discutable. Bien sûr, nous voyons en ce moment que l'Iran continue de riposter contre Israël et contre des bases militaires dans la région. Voici d'ailleurs quelques extraits d'informations qui circulent sur Twitter. Il est parfois difficile de déterminer si ces attaques proviennent réellement de cette guerre ou de la guerre de 12 jours en juin. Il y a aussi des vidéos qui circulent montrant d'autres frappes sur des cibles sans lien avec les frappes immédiates actuelles. Mais dans l'ensemble, la guerre bat son plein. Les deux camps se frappent mutuellement. Le fait que les États-Unis aient réussi à tuer Khamenei indique bien sûr que tout comme Israël
n'est pas en mesure d'empêcher les attaques sur son territoire, l'Iran n'est pas capable d'empêcher les missiles et les bombardiers d'atteindre ses côtes, voire le cœur même du pouvoir. Bien que M. Khamenei ait clairement indiqué ces derniers jours qu'il avait déjà désigné ses successeurs et qu'il était prêt à ce que cela se produise. Je dois dire que je pense qu'il commet ici pas mal d'erreurs. La première, bien sûr, est de croire que cela va tout changer. Ensuite, d'une certaine manière, il renouvelle la direction iranienne de l'État, n'est-ce pas? Tout comme pour le Hamas et le Hezbollah, de jeunes dirigeants sont désormais passés au premier plan. Cela aura exactement le même effet en Iran. La nouvelle garde est en train de prendre le pouvoir. Ainsi, au lieu que ces personnes se retirent du pouvoir, elles sont désormais violemment remplacées. Mais, comme dans tout système politique mûr, le niveau suivant n'attend que de s'élever au sommet. Et Donald Trump, bien sûr, justifie tout cela par son obsession pour l'Iran ou par ses mensonges sur l'Iran, cherchant à se doter d'une arme nucléaire. L'ironie de toute cette affaire, c'est que c'est l'ayatollah Khamenei qui s'est opposé à la construction d'une bombe par l'Iran. C'est la fatwa de l'ayatollah Khamenei contre les armes nucléaires qui explique en partie pourquoi l'Iran n'a jamais vraiment développé ses capacités, même s'il avait, ou peut-être a encore, la capacité d'enrichir l'uranium au niveau nécessaire. Mais c'est ce chef religieux qui a déclaré que ces armes étaient impies et ne devaient pas être produites. En éliminant cet homme du système politique, je suis presque certain que l'Iran est désormais encore un pas plus près de la bombe qu'auparavant. S'il fallait une preuve que l'Iran, de son propre point de vue, a besoin d'armes nucléaires pour sa défense, cette attaque totale, la deuxième en moins d'un an, devrait en être plus qu'une. Ce n'est pas comme si la guerre de juin, la guerre de 12 jours, n'était pas déjà une preuve que l'Iran est sous une menace très grave. Mais maintenant, avec la direction politique également décapitée, cela rendra probablement ce point encore plus évident. Quant au fait que les États-Unis n'aient pas tué le président et M. Arakchi, et ainsi de suite, bien que je ne sache pas si M. Arakchi se trouve même en Iran en ce moment. Il est très possible, puisqu'il est ministre des Affaires étrangères, qu'il soit actuellement à l'étranger. C'est encore Twain. Mais le fait que le reste du cabinet, la branche politique, la branche civile et non la branche religieuse ni la branche militaire, n'ait pas été attaqué pourrait indiquer que les États-Unis ont l'intention de poursuivre leur diplomatie de guerre avec l'Iran. Car une chose semble probablement claire, les États-Unis ne paraissent pas vouloir réellement envoyer des troupes au sol en Iran. Cela semble complètement exclu. L'ambassadeur Chas Freeman l'a également affirmé. Il n'y a tout simplement pas la capacité de le faire. Ainsi, ce que les États-Unis visent probablement, c'est une forme de changement de régime violent, la destruction des capacités militaires de l'Iran. Donald Trump l'a dit dans son discours d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, vous devriez le regarder aussi. Ça dure 8 minutes. À mon avis, c'est complètement délirant, mais il expose ses objectifs. Bien sûr, le changement de régime en fait partie, ou plutôt l'anéantissement du régime, sa destruction. Autrement dit, il veut que la République islamique d'Iran disparaisse en tant qu'entité politique. Mais pour y parvenir, il lui faut évidemment une forme de transition du régime. Dans son esprit, ce qu'il a imaginé dans la vidéo qu'il a faite hier, c'est qu'il veut que le peuple iranien, une fois les bombardements terminés et une fois que les États-Unis auront déclaré « Nous avons fini ce que nous avions à faire », se soulèvent, prennent le contrôle des institutions et en somme, abolissent la République islamique d'Iran pour ramener, je suppose, Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah, rétablir la monarchie, rétablir un régime fantoche.
bring back the monarchy, bring back a puppet regime. I think that's the optimal. Je pense que c'est l'idée optimale de la manière dont cela devrait se dérouler. Et je suppose que maintenant, ils ont l'intention de laisser en place certaines parties de la structure du pouvoir iranien qu'ils estiment capables de faciliter ce type de transition. Je pense que c'est une grave erreur. Je ne crois pas que cela fonctionnera. Mais pour l'instant, cela semble être la stratégie. De plus, bien sûr, menacer ces gens, tuer Khamenei, puis dire « Voilà ce qui vous arrivera à tous si vous ne vous pliez pas à mes exigences ». C'est aussi ce qui s'est passé au Venezuela. C'était la même tactique. Attaquer le chef, éliminer M. Maduro pour faire une démonstration de force, puis menacer Rodriguez et tous les autres membres restants du gouvernement en leur disant que ce sort, ou un sort encore pire, les attendrait s'ils ne se soumettaient pas à la puissance supérieure des États-Unis. Je pense donc que ce qui se dessine maintenant, c'est que les États-Unis veulent faire quelque chose de similaire avec l'Iran, non seulement en éliminant Khamenei, mais en le tuant. Et cela semble avoir réussi. Nous lisons en ce moment qu'il y a des célébrations dans les rues. Il y a même une petite vidéo, une fête à Toronto, où des Iraniens célèbrent la fin de Khamenei. Et je peux croire que c'est tout à fait vrai. Je n'étais pas à Toronto, mais à Vancouver en janvier, et j'ai vu une manifestation assez importante avec de nombreux Iraniens qui protestaient contre Khamenei et la direction iranienne, appelant en fait à cela. Ils appelaient au bombardement de l'Iran, des Iraniens appelant au bombardement de l'Iran. Et ces gens doivent être plutôt satisfaits en ce moment. Je voudrais toutefois ajouter que cela ne devrait pas nous surprendre. Imaginez simplement les scènes dans les rues des États-Unis si demain nous nous réveillions en apprenant que Donald Trump était mort. Je suis presque sûr qu'il y aurait des gens qui célébreraient beaucoup ce fait. Je veux dire, la célébration de la fin du règne de quelqu'un n'a rien de nouveau, et ce n'est rien de particulier ni d'unique à l'Iran. C'est quelque chose que tout pays connaît. Il y a des gens qui soutiennent un gouvernement et d'autres qui s'y opposent fermement. Avec ce type de dirigeants autoritaires, il y aura toujours des partisans très fervents et des opposants tout aussi déterminés. Il y aurait des célébrations dans les rues si, disons, demain Macron ne se réveillait pas. Il y aurait des célébrations en France, dans certains milieux. Dans d'autres, il y aurait beaucoup de deuil. Veristad du enting de trauning, tavermen. Oui, donc la partie de la société iranienne qui s'opposait fortement à la direction théocratique, ce sont eux qui se réjouissent de cela. Et les personnes qui étaient favorables, qui la soutenaient, elles sont en deuil. Il y a aussi ces scènes-là. Par exemple, dans une autre publication, il y a des photos de... Où était-ce déjà? Je crois quelque part ici, oui. Al Jazeera relaie également un tweet de Press TV montrant des gens dans les rues de Téhéran pleurant la mort, l'assassinat de Khamenei. Bien sûr, c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, n'est-ce pas? Of course, this is exactly what you would expect, right? You have both these sides within Iranian society. Il existe ces deux courants au sein de la société iranienne. Ainsi, le fait que certaines personnes célèbrent ou que d'autres soient en deuil ne nous dit pas vraiment ce qui se passe réellement dans l'État iranien. Mais je dois dire que, dans l'ensemble, le fait que l'Iran ait été attaqué, parmi mes amis qui sont très critiques envers la direction théocratique du pays, a été très mal perçu. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des Iraniens apprécient ou acceptent, le fait d'être bombardés. Et les autres branches de l'appareil politique iranien, en particulier l'armée, ne semblent en rien vaincues pour le moment. Elles continuent de mener cette résistance. They are continuing to mount this resistance and also within the diplomatic realm. Et aussi, dans le domaine diplomatique, l'Iran a bien sûr demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité et condamne fermement les actions menées contre lui. Israël est également toujours sous attaque. Cependant, les nouvelles indiquent
qu'un blackout médiatique est en place. Comme lors de la guerre de 12 jours, Israël s'est préparé de manière à ce que seuls certains types d'informations puissent être diffusées. Et l'ampleur des destructions actuellement infligées à Israël ne peut être librement ou ouvertement rapportée. Cela ressemble beaucoup à une répétition de ce qui s'est passé en juin dernier, mais à une échelle bien plus vaste. D'autant plus que l'Iran attaque désormais directement, y compris des bases américaines dans la région. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune information concernant des militaires américains, hommes ou femmes, tués dans la région. Mais cela ne veut pas forcément dire grand-chose. En ce moment, l'environnement médiatique, le brouillard de la guerre, est bien présent et les chiffres des pertes ne sont pas communiqués ouvertement par l'un ou l'autre camp. Ce qui a été rapporté, c'est qu'hier en Iran, au moins une école a été prise pour cible par les forces israéliennes et plus de 50 élèves, principalement des filles, auraient été tués lors de ces frappes, probablement davantage encore. L'un des diplomates iraniens parle même déjà de plusieurs centaines de civils iraniens morts. Et cela n'a rien de surprenant, car nous savons que l'Alliance occidentale, Israël et les États-Unis mènent cette guerre comme elle a toujours mené les guerres, sans considération pour les vies civiles, n'est-ce pas? Avec même l'intention de tuer des civils afin de faire pression sur l'autre camp pour qu'ils répondent à leurs exigences. Nous avons vu comment Israël conduit sa guerre à Gaza, le génocide à Gaza, où la terreur et le massacre de masse des civils font pleinement partie du plan global. Et bien sûr, il mène toute cette mort et cette destruction, tout en accusant les forces militaires de l'autre camp de chaque mort qu'eux-mêmes infligent à la population civile. Toute l'histoire, selon laquelle le Hamas se cacherait dans des tunnels, dans chaque école, et qu'Israël serait donc obligé de les bombarder, fait bien sûr partie de tout cela. Le même récit se poursuit dans cette guerre, où désormais les États-Unis reprennent également cette rhétorique, selon laquelle les morts seraient imputables au régime iranien, comme ils l'appellent. C'est un moment très sombre, et c'est assez tragique. Mais encore une fois, la mort de l'ayatollah Khamenei ne va pas, à mon avis, mettre fin à la guerre. Pas du tout. Au contraire, cela va probablement amener la jeune garde à prendre le devant de la scène. Et si ceux-là sont tués, alors le rang suivant, et encore le suivant, émergeront sans doute. La vraie question est de savoir si les États-Unis peuvent gérer cela. Ils disposent d'un grand nombre d'atouts dans la région, mais ceux-ci restent limités. La question est de savoir si, avec les capacités de missiles dont ils disposent, il peut réellement détruire la capacité balistique de l'Iran et déclencher ce type de crise ou de tourmente politique, cette avalanche politique, qui balayerait ensuite d'autres parties de la direction politique. La véritable question est de savoir si cela est réalisable ou non. Dans la discussion que j'ai eue avec Chas Freeman, il doutait fortement que ce soit le cas, car jusqu'à présent, une guerre purement aérienne, des campagnes de bombardement pures, qu'elles soient menées avec des missiles ou des avions, contre un autre pays, une nation ennemie, n'a jamais conduit à un changement de régime. Ce serait vraiment l'une des toutes premières fois que cela réussirait, sans troupes au sol. Cela n'a pas fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela n'a pas fonctionné pendant la guerre du Vietnam. Cela n'a pas fonctionné dans le... Eh bien, ça n'a même pas fonctionné avec Gaza. Je veux dire, le Hamas est toujours présent à Gaza. Cela n'a pas fonctionné avec le Yémen. Les Houthis contrôlent toujours largement leur partie du Yémen. Donc si cela fonctionnait maintenant avec l'Iran, ce serait une énorme surprise. La question, encore une fois, est dans quelle mesure les États-Unis peuvent-ils réellement réduire la capacité militaire de l'Iran avec cela? Et dans quelle mesure peuvent-ils affaiblir sa base militaro-industrielle avant de commencer à épuiser la leur?
Comme l'a également souligné l'ambassadeur Chas Freeman, la capacité des États-Unis à reconstituer leur stock est actuellement très limitée. Et cette guerre ne fera qu'entraîner un appauvrissement encore plus important de l'arsenal militaire américain. Ces missiles sont tout simplement beaucoup trop coûteux. Et j'ai reçu plusieurs invités dans mon émission par le passé qui ne cessent de dire qu'en ce moment, les États-Unis sont pris dans une impasse, car le système capitaliste a, au cours des 30 dernières années, entraîné une inflation totale, une inflation complète du prix de l'armement américain. Avec cela, bien sûr, le complexe militaro-industriel gagne énormément d'argent. Mais d'un autre côté, il produit de moins en moins d'armes, ce qui, pour une fois, est en réalité une bonne chose. Le fait que ce type de corruption kleptocratique du capitalisme débridé conduise désormais à des problèmes de production, surtout si l'on compare à la manière dont les systèmes russes ou chinois, par exemple, peuvent générer des capacités militaires. Mais les États-Unis, bien sûr, peuvent encore produire ces choses, simplement pas aussi vite qu'elles sont actuellement tirées sur les Iraniens. La question est de savoir si les Iraniens peuvent continuer à produire leurs armes et s'ils peuvent utiliser ce qu'ils ont en stock, ce qu'ils ont accumulé dans cette guerre d'usure contre les États-Unis et Israël. Si dans les 3 à 5 prochains jours, le gouvernement iranien et sa structure vacillent comme les États-Unis semblent l'avoir prévu, alors les États-Unis et Israël remportent essentiellement la victoire. Mais sinon, si cette guerre se prolonge une 2e semaine, une 3e semaine, un mois de plus, alors avec le temps, il est probable que toute la dynamique, la fortune de la guerre, se déplace en réalité en faveur de l'Iran, à mesure que les États-Unis épuisent tout leur arsenal au Moyen-Orient. Et ensuite, que se passera-t-il lorsque le taux de tir du côté des États-Unis devra diminuer à cause de cela? Cela restera une question ouverte. Que vont faire, par exemple, les États du Golfe, qui sont maintenant attaqués par l'Iran, ou les bases américaines situées dans ces États du Golfe et qui sont elles aussi sous le feu iranien? Je crois que l'Iran a d'ailleurs publié une déclaration affirmant qu'il ne tirait pas contre les États du Golfe eux-mêmes, mais contre les bases américaines, contre les installations militaires, ce qui est également assez clair. Je veux dire, que feront ces États une fois que tout cela sera terminé et qu'ils se rendront compte, comme ils ont dû s'en rendre compte à présent, que les moyens militaires des États-Unis représentent une menace plus grande pour leur sécurité intérieure qu'une aide. Et laissez-moi vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Une vidéo que j'ai également montrée plus tôt lors de ce direct, d'une frappe contre une base militaire américaine à, je crois, Bahreïn. Laissez-moi voir si je peux la retrouver ici. Une attaque de missiles iraniens contre le Qatar. Donc il s'agit d'une attaque contre le Qatar, et vous pouvez voir une installation américaine. Apparemment, une station radar. Je vais la repasser avec le son pour que vous puissiez entendre ce que disent les gens. Même si vous ne comprenez pas, écoutez simplement la fin de la vidéo, ce que vous pouvez y entendre. Ce sont des personnes au Qatar, des Qataris ou des travailleurs, peu importe qui a filmé, qui acclament lorsque ce drone iranien frappe effectivement l'installation radar américaine. C'est donc essentiellement l'inverse. C'est exactement ce que, selon moi, les États-Unis imaginent que les Iraniens feraient une fois que leurs missiles auraient frappé des installations militaires iraniennes. Que les Iraniens se diraient « Hurrah! Enfin, les États-Unis bombardent notre armée. Enfin, nous pouvons obtenir la liberté. » C'est exactement la même chose, mais à l'envers. Des Qataris, ou quelqu'un au Qatar, se réjouissant de la destruction d'une installation américaine là-bas. Je trouve cela vraiment très intéressant. L'ambassadeur Chas Freeman a également déclaré que, bien sûr, parmi la population générale au Qatar et dans les monarchies du Golfe,
Les gens n'aiment pas les États-Unis et ne les soutiennent pas. Ils ne soutiennent pas le génocide à Gaza. They don't support the genocide in Gaza. On the contrary, just like in Egypt, people are very much against. Au contraire, tout comme en Égypte, les gens sont très opposés à ce que fait Israël et à la violence qu'il exerce. Mais ce sont bien sûr les dirigeants de ces pays qui se montrent très dociles et coopératifs avec le gouvernement américain. Reste à savoir si cela va continuer, maintenant qu'il est clair que cela rend leurs États encore plus vulnérables. Surtout si cette guerre se termine ou s'interrompt sans véritable issue. Je me demande vraiment si cela ne va pas conduire à une remise en question complète du renouvellement de ces accords de location et de base. Bien sûr, si les États-Unis finissent par remporter une grande victoire et que Donald Trump, la semaine prochaine, défile dans les rues de Téhéran en saluant les gens qui lui agitent des drapeaux américains, eh bien, ce sera une toute autre histoire. Mais si cela ne se produit pas, si l'évaluation selon laquelle l'Iran souhaite en interne un changement de régime et que les États-Unis ne font qu'apporter une aide pour mettre en œuvre une nouvelle révolution iranienne, si cette évaluation est erronée, ce que je crois, je ne vois pas cela arriver. Je peux me tromper, mais nous verrons bien. Si cette évaluation des États-Unis est fausse, alors chaque semaine que cette guerre se poursuit, l'équilibre des forces, à mon avis, se déplacera en faveur de l'Iran. En réalité, l'ayatollah Ali Khamenei est mort. La République islamique d'Iran, elle, est bien vivante en ce moment. Les Américains parient qu'ils peuvent tuer la République islamique et la remplacer, peut-être, par l'ancienne monarchie. Cela semble encore être, à l'heure actuelle, leur objectif. Il est probable que les États-Unis utilisent actuellement les liens qu'ils conservent avec les diplomates iraniens pour les menacer, probablement pour menacer ou même tuer le président, peut-être d'autres membres du gouvernement, voire des parlementaires iraniens élus. Menacer le niveau suivant et tenter de les soumettre par la force. Et s'ils ne se plient pas, alors peut-être en tuer encore davantage. La seule chose que les États-Unis ont désormais prouvée, c'est qu'ils en sont capables. Félicitations, États-Unis. Vous êtes capables, à volonté, de tuer n'importe quel dirigeant dans le monde. Vous avez essayé. Eh bien, c'est une autre question toutefois. Ils ont essayé de faire la même chose avec Vladimir Poutine. Ils ont tenté d'attaquer sa résidence privée, mais il semble qu'ils aient échoué. Il semble que la Russie soit capable d'abattre les projectiles entrant au-dessus de son propre territoire. Les Iraniens, évidemment, ne sont pas capables de faire cela. Ils ne peuvent pas cacher leur direction dans un bunker assez profond pour être à l'abri des bombes dont disposent les États-Unis. Mes amis chinois, d'ailleurs, me disent que la Chine observe tout cela de très près et que les médias chinois se contentent de relater les faits sans porter de jugement de valeur, ni bien ni mal, simplement un compte-rendu factuel. Et ce qu'ils apprennent, c'est que, eh bien, ce qu'il faut avoir à notre époque, c'est bien sûr une économie solide et la capacité militaire de se défendre contre ce type d'agression et d'abattre ces projectiles. C'est quelque chose que l'Iran n'avait pas. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est aussi discutable pour Israël. Dans quelle mesure il dispose réellement de ces moyens? Maintenant, le fait que le guide suprême de l'Iran ait été tué amènera bien sûr le reste de la direction iranienne à réfléchir à la manière de riposter. Benjamin Netanyahou devrait donc vraiment se trouver dans un endroit très sûr ou loin d'Israël. Certaines rumeurs disent même qu'il aurait quitté le pays ou qu'il serait mort. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je veux dire, ce serait tout de même quelque chose pour un dirigeant de partir à ce moment précis. Mais il a intérêt à se trouver dans un endroit très sûr, car à présent, la plus grande cible est probablement sur sa tête du point de vue des Iraniens. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore tenté de faire, n'est-ce pas?
Les Iraniens, même pendant la guerre de 12 jours, ont été très délibérés dans leurs frappes afin d'envoyer des signaux clairs à Israël. Mais maintenant, il est évident qu'il s'agit d'une guerre existentielle pour les Iraniens, une question de survie. Donc, comme je l'ai dit hier, le calcul doit désormais porter sur la manière de riposter à la fois contre les États-Unis et contre Israël sans provoquer de frappe nucléaire. Mais tout ce qui est en deçà de cela, y compris probablement le ciblage direct de la direction politique israélienne, est très probablement envisagé. Israël se retrouvera donc également dans une position très difficile. Nous avons discuté plus tôt dans le direct avec Jas Freeman de la possibilité que cela donne désormais à l'Iran une raison d'essayer d'assassiner Donald Trump. Je veux dire, il y a cette rumeur, cette affirmation ridicule, selon laquelle les Iraniens auraient tenté de tuer M. Trump par le passé, lorsqu'il se présentait à la présidence. Je ne pense pas que ce soit vrai du tout. C'est une rumeur entièrement fabriquée. Mais maintenant que l'ayatollah Khamenei a été tué, je pense que l'Iran a une véritable motivation pour tenter de tuer Donald Trump. Car si vous parvenez à le faire, ou même à essayer, vous enverriez un signal très fort aux États-Unis indiquant que ce n'est pas une situation où l'impunité règne. Le plus grand problème, bien sûr, auquel l'Iran est confronté, c'est que s'il ne peut pas riposter contre les États-Unis et Israël d'une manière qui leur cause réellement du tort, alors les personnes qui ont ordonné ces frappes comprendront une chose. S'ils appuient sur le bouton, d'autres meurent et eux survivent. Ils survivent. Ils prendront leur petit déjeuner le lendemain matin, iront au bureau et tout sera normal. Ainsi, l'impunité. L'impunité mènera, bien sûr, exactement à ce qu'Israël fait à Gaza. Elle conduit au génocide. Elle conduit au meurtre de masse. Les Iraniens doivent donc être en train de calculer maintenant comment répondre à cette attaque, la plus vaste de toutes, contre leur système politique, y compris contre le système politique du camp adverse. Si le conflit bouillonnait à un niveau plus bas, comme c'était le cas en juin dernier, alors ces deux régimes essaieraient de ne pas se tirer directement dessus. Parce que, encore une fois, si vous franchissez ce seuil, si vous franchissez cette ligne rouge, si vous assassinez les dirigeants de l'autre camp, alors il ne faut pas s'étonner si ce qui reste tente d'assassiner votre propre direction. En général, les dirigeants des deux pays ou des deux parties belligérantes essayent d'éviter cela, à moins d'être certains que l'autre camp ne peut plus les tuer, n'est-ce pas? Dès que vous pensez avoir une supériorité telle que l'autre camp ne peut plus physiquement vous atteindre, alors vous partez à l'attaque. Vous essayez d'éliminer la direction. Ainsi, les États-Unis semblent assez certains de pouvoir infliger à l'Iran n'importe quel type de dommage, y compris à sa plus haute direction, sans subir de représailles équivalentes. Des pertes parmi les soldats dans la région. Donald Trump l'a clairement indiqué dans son discours. Vous savez, des gens pourraient mourir. Des militaires américains, hommes et femmes, pourraient mourir. Mais c'est ce qui arrive en temps de guerre. C'est littéralement ce qu'il a dit. Il nous a donc littéralement dit qu'il était prêt à ce que des soldats des États-Unis meurent, et il considère que c'est un résultat probable. Mais il croit évidemment qu'il survivra lui-même, que les Iraniens ne pourront pas se venger de lui, ni de sa famille, ni de son entourage, d'aucune manière qui le ferait hésiter à commettre ces actes, n'est-ce pas? Et il en va de même pour les Israéliens. Je pense qu'ils sont convaincus que leur direction, que Netanyahou, que les personnes qui ont ordonné et planifié cette guerre d'agression illégale contre l'Iran seront en sécurité.
Donc, que cela se produise ou non, nous verrons bien. Je dois simplement souligner encore une fois la motivation de l'Iran, et je ne dis pas cela pour la justifier. Je dis simplement que la motivation de l'Iran va désormais être de riposter contre la direction politique des États-Unis et d'Israël. C'est donc une escalade très importante, et c'est un pari très risqué du côté des États-Unis, en particulier de Donald Trump, de penser que cela fonctionnera. Nous n'en savons rien. Je veux dire, le brouillard de la guerre est à nouveau très épais en ce moment. Il est tout à fait possible que l'Iran soit dans un désarroi total et peut-être en train de se désintégrer d'ici quelques jours. C'est possible. Honnêtement, je ne le pense pas. Je ne crois pas que ce sera aussi simple, ni que ce sera aussi facile avec l'Iran que cela l'a été pour Israël, de gérer le Hezbollah avec l'assassinat de M. Nasrallah, et ensuite, en gros, en forçant les Libanais, en forçant le Hezbollah à cesser de tirer sur Israël pendant qu'Israël continuait à leur tirer dessus. Mais c'est aussi, encore une fois, une chose que tout le monde dans la région comprend désormais. Si l'Iran acceptait d'arrêter de tirer des projectiles, d'arrêter de tirer sur les États-Unis et Israël, alors Israël continuerait tout de même à leur tirer dessus. C'est parfaitement clair, car c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est ce qu'ils font à Gaza. Le cessez-le-feu n'est un cessez-le-feu que du côté du Hamas, n'est-ce pas? Les Israéliens continuent de tuer sans relâche, presque quotidiennement, des personnes à Gaza lors de leurs attaques, parce qu'ils n'ont pas encore terminé leur projet de nettoyage ethnique. Ils continuent de tuer des gens au Liban à leur guise. Encore une fois, parce que là aussi, ils n'ont pas fini d'imposer leur volonté aux Libanais. Il en va de même pour la Syrie, et il en sera de même pour l'Iran. Il est donc clair que d'un point de vue stratégique, l'Iran est désormais pleinement incité, à tous les niveaux de son gouvernement, à poursuivre cette guerre et à la transformer en une guerre d'usure aérienne et balistique contre l'autre camp, jusqu'à ce que celui-ci soit contraint d'y mettre définitivement fin. C'est une situation extrêmement préoccupante. C'est une issue terrible et c'est un crime terrible. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Charte des Nations Unies interdit toutes sortes de guerres et le recours à la force dans les relations internationales. Il est vraiment stupéfiant pour moi que les Européens soutiennent cela, que nous voyons ces images venues d'Europe montrant des dirigeants déclarant, je ne sais pas si je l'ai ici, non. Mais les Européens ont déjà affirmé, vous savez, qu'ils condamnaient les attaques de l'Iran contre la région du Moyen-Orient. C'est complètement ridicule, bien sûr, mais que pouvions-nous attendre d'autre des Européens? À ce stade, ils sont une plaisanterie. Nous l'avons déjà dit lors du direct plus tôt, ce sont des satellites des États-Unis. Je veux dire, il n'existe pas de politique étrangère européenne indépendante. Cela dit, je dois reconnaître, et je tiens à le souligner, simplement parce que je suis suisse, et que c'est l'un des rares moments où j'en suis vraiment reconnaissant, que la Suisse, notre ministère des Affaires étrangères, a publié une déclaration, je l'ai ici en allemand, où il est dit que la Suisse est profondément préoccupée par les attaques menées aujourd'hui par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Ils ont même déclaré que la Suisse exige le respect sans entrave du droit international, y compris la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire. Cela m'a surpris. La Suisse, en fait, c'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a annoncé, a déclaré qu'elle était profondément préoccupée par les attaques d'aujourd'hui. Ils ont utilisé le mot « attaque » pour désigner celles menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Le reste de l'Union européenne, les Européens et le Royaume-Uni, bien sûr, approuvent en grande partie ce qui s'est passé et condamnent l'Iran pour la brutalité de son régime, et ainsi de suite. Mais c'est encore un de ces moments où les Européens se rendent absolument insupportables. La solution à ce conflit ne passera certainement pas par l'Europe. Elle passera à nouveau par les forces armées.
Je ne m'attends pas à ce que cette guerre ne dure que 12 jours. Expect this war to last for only 12 days, as long as the Iranian Tant que la structure politique iranienne ne s'effondre pas de la manière dont les États-Unis l'anticipent, si elle ne s'effondre pas, alors cette guerre durera probablement encore longtemps. Les Iraniens ont clairement indiqué qu'ils s'y préparaient. La stratégie consistera à user les États-Unis, à user leurs alliés. Le fait qu'il n'y ait pas encore eu d'attaque contre l'Arabie saoudite semble également indiquer que l'Iran calcule politiquement la manière d'aborder l'ensemble de la région et que la réponse iranienne est à nouveau une réponse réfléchie, probablement destinée à diviser l'alliance régionale que les États-Unis entretiennent avec ces puissances. Le détroit d'Ormuz serait désormais fermé par l'Iran. Cela aura un impact très important sur le commerce mondial, que ce soit leur capacité à maintenir cette fermeture ou bien que les États-Unis essaient réellement de les forcer à y mettre fin et à rouvrir le commerce, nul ne peut le dire. Les Iraniens pourraient tenter de couler quelques navires dans le détroit et rendre le passage impossible pour les autres. Cela pourrait être une stratégie. Je n'en suis pas sûr. Mais il semble que les Iraniens adoptent encore une approche calculée vis-à-vis du détroit, vis-à-vis de cette attaque. Et nous devrions probablement nous attendre aussi à une réponse calculée à l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. Monsieur Netanyahou, encore une fois, s'il ne s'inquiète pas de cela, cela ne fera sans doute qu'accroître la probabilité qu'une tentative contre sa vie réussisse réellement. Parce qu'à ce stade, encore une fois, et je ne cautionne pas cela. Je ne cautionne aucun des meurtres qui ont lieu. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. J'essaie simplement de décrire quels doivent être, en ce moment, les calculs militaires et stratégiques de l'Iran, afin qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, retrouver la domination dans l'escalade et reprendre l'avantage dans cette longue guerre. D'ailleurs, pour illustrer ce point, l'Iran a mené 8 années de guerre dans les années 1980 contre l'Irak. L'Iran n'est pas étranger à la logique d'une guerre prolongée. Il vit sous sanctions depuis des décennies et sait très bien comment une société fonctionne ou ne fonctionne pas dans ces moments de forte pression. Et c'est ce que je voulais vous transmettre maintenant. Il y aura une autre mise à jour dans quelques heures avec Stas Karpivnik sur le point de vue de la Russie, depuis la Russie et sa probable implication dans toute cette affaire. Restez à l'écoute pour cela et merci de votre attention. Stay tuned for that and I thank you for your attention.